3 novembre 1944. Base aéronavale d'Otsu, Honshu, Japon. Le vent ce matin-là venait du nord-ouest, exactement comme les météorologues l'avaient prévu. Le commandant Teiji Takada se tenait sur la plateforme de lancement et regardait ses hommes gonfler le dernier ballon, une sphère blanche parfaite de 9 mètres de diamètre, s'élevant lentement contre le ciel gris de l'aube. Autour de son équateur était suspendu un anneau meurtrier, un engin incendiaire de 15 kg, 2 bombes antipersonnelles de 5 kg et 3 engins incendiaires plus petits, tous reliés par un mécanisme de minuterie d'une précision extraordinaire. Takada avait passé 3 ans à concevoir cette arme. Il avait étudié le jet stream, ces rivières de vent à 8000 mètres au-dessus du Pacifique qu'aucun radar ennemi ne pouvait détecter et qu'aucun avion de chasse ne pouvait intercepter de manière fiable. Il avait résolu des problèmes que les ingénieurs occidentaux qualifieraient plus tard d'insolubles. Il avait construit une arme capable de traverser 9600 km d'océan ouvert et de porter la mort sur le territoire américain sans qu'un seul soldat japonais quitte le sol japonais. Le ballon s'éleva silencieusement dans les nuages et disparut. Dans 3 jours, il serait au-dessus de l'Oregon. Ce que les Américains appelaient le programme Fugo, l'arme secrète la mieux gardée du Japon pendant la guerre du Pacifique, demeure l'une des réalisations d'ingénierie les plus audacieuses de l'histoire militaire. 9000 ballons lancés. Plus d'1 millier confirmés ayant atteint l'Amérique du Nord. Des victimes dans 6 États. Une arme si psychologiquement menaçante que le gouvernement des États-Unis en supprima toute mention dans les médias pendant plus d'1 an, craignant la panique qu'elle provoquerait. Et une chaîne d'événements qui allait produire les seules victimes civiles de combat sur le sol américain durant toute la Seconde Guerre mondiale. L'histoire du Fugo ne commence pas en 1944, mais en 1933, lorsqu'un jeune météorologue nommé Wasaburo Oishi publia des recherches si significatives qu'elles furent en grande partie ignorées. Travaillant depuis l'observatoire de Tateno, au nord de Tokyo, Oishi avait lancé des centaines de ballons-sondes et suivi leur trajectoire en altitude. Ces découvertes étaient révolutionnaires. Il existait à 9000 mètres un courant d'air régulier s'écoulant vers l'est au-dessus du Pacifique, atteignant des vitesses de 320 km/h durant les mois d'hiver. Une rivière dans le ciel. Une autoroute entre le Japon et l'Amérique. Oishi publia ses découvertes en espéranto, la langue scientifique internationale de l'époque, espérant atteindre un public mondial. Il n'atteignit presque personne. Les météorologues américains et britanniques passèrent à côté de ses recherches ou les écartèrent. Le jet stream ne serait officiellement reconnu par la science occidentale qu'au moment où des pilotes américains aux commandes de B-29 survolant le Japon se heurtèrent à des vents contraires qui réduisirent leur vitesse sol à presque 0 à la fin de l'année 1944. À ce moment-là, le Japon avait déjà passé 2 ans à militariser ce qu'Oishi avait découvert. La décision de développer des bombes à ballons naquit du désespoir. En 1942, la situation stratégique du Japon s'était dégradée au-delà de tout ce que ses planificateurs militaires avaient pu imaginer possible. La bataille de Midway avait anéanti la flotte de porte-avions censée dominer le Pacifique. Guadalcanal avait saigné à blanc l'armée impériale. Les sous-marins américains étranglaient les lignes d'approvisionnement japonaises, coulant pétroliers et cargos plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Les îles de l'Empire produisaient moins d'acier, moins d'aluminium, moins de carburant d'aviation à chaque mois qui passait. Le Japon avait besoin d'une arme capable d'atteindre directement l'Amérique. Une arme contournant le vaste Pacifique que la puissance américaine avait transformé en fossé défensif. Une arme capable de frapper le cœur de l'Amérique, de briser le moral des civils et de contraindre les États-Unis à détourner des ressources défensives du théâtre du Pacifique. Le ballon fut la réponse que personne n'attendait. Le programme qui allait produire le Fugo commença sérieusement au laboratoire de recherche technique
de la 9e armée à Tokyo en 1942. L'ingénieur en chef était un homme discret et méthodique nommé Hiroichi Fujita, âgé de 34 ans, avec une formation en ingénierie aéronautique et une réputation pour résoudre des problèmes que ses collègues qualifiaient d'impossibles. La première tâche de Fujita fut le ballon lui-même. Les défis techniques étaient de colossaux. Le ballon devait survivre à un voyage de 60 à 80 heures à des altitudes comprises entre 7600 et 11 500 mètres, où les températures tombaient à moins 50 degrés Celsius, et où les variations de pression pouvaient déchirer les matériaux conventionnels, où toute intervention ou correction humaine était impossible. Il devait transporter une charge suffisamment lourde pour causer de véritables dommages, tout en restant assez léger pour être soulevé par l'hydrogène gazeux. Il devait traverser 9600 km d'océan ouvert, sans aucun système de guidage, comptant entièrement sur le jet stream pour le porter vers l'est. Le premier matériau qu'ils testèrent fut la soie caoutchoutée, le standard pour les ballons météorologiques. Il échoua immédiatement aux températures d'altitude. Le caoutchouc devenait cassant, se craquelait, et le ballon s'effondrait avant d'atteindre l'Oregon dans tout calcul de test. Fujita passa 6 mois à expérimenter des alternatives avant de découvrir la solution dans l'endroit le plus improbable. L'artisanat traditionnel japonais de la fabrication du papier washi. Le washi, fabriqué à partir de fibres de kozo selon des techniques inchangées depuis 1000 ans, possédait des propriétés que les matériaux synthétiques n'avaient pas. Correctement laminé en plusieurs couches et traité avec de la pâte de konnyaku, une substance gélatineuse dérivée de la plante konjac, il devenait à la fois flexible et étanche à l'air, résistant aux extrêmes thermiques de la haute atmosphère et assez léger pour permettre une charge utile significative. Une enveloppe de ballon composée de 600 panneaux de washi, chacun d'environ la taille d'un tatami, mais pouvait soulever 1000 kg lorsqu'elle était gonflée à l'hydrogène et pouvait survivre aux variations de température d'une traversée transocéanique. La pâte de konnyaku présentait son propre miracle logistique. Le Japon en avait besoin de milliers de tonnes. Le gouvernement réquisitionna la production de konjac dans plusieurs préfectures. Quand la capacité des usines s'avéra insuffisante, on fit appel aux lycéennes. Cette décision allait produire l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire de la production d'armement. À la fin de l'année 1943, l'assemblage des ballons Fugo avait été confié à des milliers d'élèves de collèges et de lycées de Tokyo et des préfectures environnantes. Elles travaillaient dans des salles de concert, des théâtres et des arènes de sumo, les plus grands espaces couverts disponibles. Car même un petit ballon nécessitait un espace de travail de la taille d'un auditorium. Les filles avaient entre 12 et 18 ans. Elles portaient des gants blancs pour éviter que les huiles de leur peau ne contaminent la pâte de konnyaku. On leur disait qu'elles accomplissaient un travail vital pour l'Empire, mais on ne leur donnait aucun détail précis sur l'objectif de l'arme. Michiko Takasugi avait 15 ans lorsqu'elle fut affectée au gymnase de l'université Nihon Taiiku, à Tokyo. Elle se souvint de ce travail lors d'un entretien réalisé 60 ans plus tard. Nous collions les panneaux de papier ensemble sur le sol du gymnase, dit-elle. De longues feuilles, très fines, presque comme du papier de soie. Nous utilisions une colle spéciale qui sentait quelque chose de la cuisine. Nous ne savions pas ce que nous fabriquions. Et quand nous demandions, les superviseurs nous disaient que c'était quelque chose pour l'effort de guerre, quelque chose d'important. Nous étions fiers. Chaque ballon nécessitait environ 600 panneaux individuels. Chaque panneau devait être collé avec une précision parfaite, les bords qui se chevauchaient étant scellés à une tolérance de quelques millimètres. La moindre imperfection, un trou d'épingle, un joint mal aligné, et le ballon perdrait de la pression en altitude et tomberait dans le Pacifique. Les filles travaillaient en silence, sous une surveillance stricte, produisant des ballons qui devaient répondre à des spécifications d'ingénierie qui auraient représenté un défi pour des travailleurs aéronautiques professionnels. Elles en produisirent 9000. Le génie d'ingénierie du Fugo ne résidait pas seulement dans le ballon lui-même,
Il met dans le système de contrôle d'altitude qui lui permettait de survivre à la traversée transocéanique. Ce mécanisme, conçu par Fujita et son équipe, était un chef-d'œuvre d'ingéniosité analogique résolvant un problème qu'aucun système de guidage de l'époque ne pouvait résoudre. À 9000 mètres, les variations de température au-dessus du Pacifique étaient extrêmes et imprévisibles. Pendant la journée, le rayonnement solaire dilatait l'hydrogène et faisait monter le ballon plus haut. La nuit, le gaz se refroidissait, se contractait et le ballon perdait de l'altitude, parfois de manière catastrophique. Un ballon descendant en dessous de 6000 mètres sortirait entièrement du jet stream et dériverait sans but ou plongerait dans l'océan. Un ballon s'élevant au-dessus de 11 500 mètres risquait de se rompre sous l'effet du différentiel de pression. La solution de Fujita était mécanique et élégante. Autour de l'équateur de chaque ballon était suspendue une série de lestes de sacs de sable reliés à un baromètre anéroïde détectant l'altitude. Lorsque le ballon descendait en dessous d'une altitude définie, le baromètre déclenchait un circuit électrique qui sectionnait un sac de sable, larguant du poids et permettant au ballon de remonter dans le jet stream. Le ballon emportait suffisamment de sacs de sable pour environ 80 corrections d'altitude, de quoi durer les 60 à 80 heures de traversée. Une fois le dernier sac de sable largué, un circuit maître se connectait et la charge utile de l'armement était larguée au-dessus des terres. Le système fonctionna. Pas parfaitement, mais pas de manière suffisamment fiable pour cibler des emplacements précis, mais suffisamment pour déposer des milliers de ballons sur une zone de destruction s'étendant sur tout un continent, de l'Alaska au Mexique, de la côte Pacifique au Michigan. Le premier Fugo opérationnel fut lancé le 3 novembre 1944 depuis une plage près d'Otsu. Le protocole de lancement était méticuleux. Des équipes de spécialistes gonflaient chaque ballon avec de l'hydrogène produit par des usines d'électrolyse construites spécifiquement pour le programme. Le gonflage devait être précisément calibré. Trop peu d'hydrogène et le ballon manquait de portance. Trop et il s'élèverait au-delà du jet stream. Des météorologues du service météorologique impérial surveillaient quotidiennement les conditions atmosphériques en altitude, déterminant les fenêtres de lancement optimales en fonction de la vitesse et de la direction du jet stream. Le moment était critique. Le jet stream au-dessus du Japon atteignait sa vitesse maximale entre novembre et mars, les mois d'hiver où les masses d'air polaire renforçaient les vents de haute altitude. Un ballon lancé en novembre pouvait traverser le Pacifique en aussi peu que 3 jours. Un ballon lancé au printemps pourrait prendre 3 semaines, ou dériver vers le sud dans les masses d'air tropicales, où le jet stream perdait toute cohérence. Chaque ballon transportait la même charge utile de base. Une bombe anti-char hautement explosive de 15 kg, conçue pour causer des dommages par explosion, et plusieurs engins incendiaires destinés à allumer des incendies. Les engins incendiaires étaient l'alarme principale. Les planificateurs stratégiques japonais, croyant que les vastes forêts du nord-ouest Pacifique, sèches en fin d'été et en automne, pourraient être enflammées par des incendiaires largués par ballons en des conflagrations qui dépasseraient de la capacité de lutte contre les incendies américaines, détruiraient la production de bois et de bois d'œuvre essentiels à l'effort de guerre, provoqueraient une panique civile et pourraient potentiellement se propager aux zones peuplées. Ce n'était pas un espoir entièrement irréaliste. La première détection américaine, confirmée d'un Fugo, eut lieu le 6 décembre 1944, exactement 3 ans et 1 jour après Pearl Harbor. Un navire de patrouille de la marine opérant à 106 km au sud-ouest de San Pedro, en Californie, signala avoir récupéré un ballon en papier à la surface de l'océan. L'équipage pensa qu'il s'agissait d'un ballon météorologique japonais qui avait dérivé hors de sa route. Ils le photographièrent, le signalèrent et passèrent à autre chose. L'analyse de la marine prit 2 semaines. Lorsque le rapport technique parvint au bureau du renseignement naval, au début de janvier 1945,
la réaction initiale fut l'incrédulité. Une arme à ballon. Une arme à ballon japonaise traversant l'océan Pacifique. Le concept semblait plus approprié à Jules Verne qu'à la guerre moderne. Les implications pour le renseignement furent immédiates et alarmantes. Si le Japon avait résolu les problèmes techniques du vol en ballon transocéanique, les États-Unis avaient un problème grave qui allait bien au-delà de la menace immédiate des incendies. Un ballon capable de transporter des bombes incendiaires pouvait théoriquement transporter d'autres charges utiles. Des agents biologiques, des armes chimiques, des matières radiologiques. Le programme Fugo était, dès le premier instant de sa découverte, une menace de scénario catastrophe que le renseignement américain ne pouvait se permettre d'écarter. Le département de la guerre convoqua une conférence d'urgence le 15 janvier 1945. Les participants comprenaient des représentants de l'armée de terre, de la marine, des forces aériennes de l'armée, du Bureau des services stratégiques et de la Commission de main-d'œuvre de guerre. La réunion produisit 2 décisions qui allaient façonner entièrement la réponse américaine. Premièrement, un blackout médiatique total. Aucun journal, aucune station de radio, même aucune communication publique d'aucune sorte ne rendrait compte de l'existence des bombes à ballon japonaises. La justification officielle était la sécurité opérationnelle. Si le Japon ne recevait aucun retour d'information sur les emplacements où les ballons atterrissaient ou sur les dommages qu'ils causaient, l'efficacité du programme ne pourrait pas être évaluée et pourrait être abandonnée. Mais il y avait une deuxième raison, évoquée lors de la réunion en langage codé. Les ballons représentaient une attaque directe contre le territoire américain. L'impact psychologique sur le moral civil pouvait être considérable. Le département de la guerre ne voulait pas de panique, pas de questions sur l'incapacité des défenses américaines à arrêter un ballon, pas de spéculations éditoriales sur ce qui d'autres pouvaient traverser le Pacifique à 9000 mètres d'altitude. Le blackout fut remarquablement efficace. Les journaux américains, opérant dans le cadre de directives de censure volontaire en temps de guerre, s'y conformèrent sans exception. L'Associated Press distribua une demande formelle à ses journaux membres leur demandant de retenir tous les rapports sur les ballons. Chaque grand journal américain, du New York Times au Los Angeles Times en passant par le Chicago Tribune, mit de côté des reportages confirmés sur des découvertes de ballons, des rencontres de civils et des enquêtes militaires pendant plus de 6 mois. Le public américain ne savait rien. Et dans ce silence, les ballons continuaient d'arriver. En février 1945, les analystes militaires du commandement de la défense aérienne disposaient de suffisamment de matériel récupéré pour construire un profil technique détaillé du Fugo. La construction en papier seule était extraordinaire. Les ingénieurs américains qui examinèrent les enveloppes récupérées furent stupéfaits. La précision de fabrication était comparable à toute norme de production aéronautique occidentale. Le washi, traité au konnyaku, était à plusieurs égards mesurable, supérieur à la soie caoutchoutée pour les exigences spécifiques de la mission. Le mécanisme de contrôle d'altitude impressionna tous ceux qui le virent. Le colonel Howard Pitcher, l'officier des forces aériennes de l'armée, désigné comme analyste principal pour la menace des ballons, et écrivit dans son rapport de février 1945 « L'ingénierie derrière ce dispositif est de premier ordre. Le déclencheur à baromètre anéroïde est simple, fiable et fonctionnel dans des conditions où des appareils électroniques complexes échoueraient. Celui qui a conçu ceci a parfaitement compris le problème et l'a résolu avec un minimum de complexité. Ce n'est pas le travail d'un ennemi techniquement inférieur. » Le rapport de Pitcher recommandait une interception agressive. La solution semblait évidente. Les P-38 Lightning et P-47 Thunderbolt étaient les intercepteurs les plus rapides de l'inventaire américain, capables d'opérer à 9000 mètres. Les forces aériennes de l'armée établirent des postes d'interception le long de la côte pacifique, avec des opérateurs radars entraînés à détecter les cibles se déplaçant lentement à haute altitude. Les résultats furent humiliants.
intercepter un Fugo depuis un avion de chasse s'avéra presque impossible. Le ballon voyageait à la vitesse du vent qui le portait, parfois à 190 km/h, parfois à 320 km/h, de manière imprévisible. Il n'avait aucune signature thermique pour les premiers capteurs infrarouges. Sa construction en papier et gaz absorbait l'énergie radar plutôt que de la réfléchir, rendant le suivi radar peu fiable. Il volait à des altitudes qui poussaient les avions à hélice jusqu'au plafond opérationnel, là où la maniabilité était sévèrement réduite et la précision des tirs se détériorait. Lorsque des avions de chasse parvenaient à intercepter un ballon, l'abattre créait de nouveaux problèmes. Un Fugo, criblé de balles de calibre 50, ne se dégonflait pas toujours immédiatement. Il descendait parfois lentement, traînant sa charge explosive selon des angles imprévisibles au-dessus de zones peuplées. À 3 reprises confirmées, des ballons endommagés par des avions de chasse atterrirent à moins de 8 km de centres de population civile. L'incident le plus dangereux eut lieu en mars 1945, lorsqu'un P-38 au-dessus d'Alturas, en Californie, tira sur un Fugo qui descendit ensuite sur la ville et fit exploser sa charge dans un champ en bordure du quartier résidentiel. Personne ne fut tué, mais l'explosion brisa les vitres de 8 maisons et blessa un homme qui était sorti pour enquêter sur les tirs entendus au-dessus de sa tête. La réponse militaire changea d'orientation. Les batteries anti-aériennes furent repositionnées le long de la côte avec de nouvelles instructions pour les engagements à haute altitude. Les gardiens de la défense passive dans les États côtiers furent discrètement informés sur l'identification des ballons. Le service forestier établit des postes de surveillance supplémentaires en Oregon, dans l'État de Washington et dans le nord de la Californie, avec des instructions spécifiques concernant les engins incendiaires japonais. En mars 1945, le Fugo avait atteint tous les États de l'Ouest et plusieurs États du centre. Un ballon fut récupéré près de Medford, dans l'Oregon. Un autre près de Bigelow, au Kansas. Un atterrit sur un terrain de golf à Estacada, dans l'Oregon. Un explosa dans une forêt à l'extérieur de Reno, dans le Nevada. Une charge utile atterrit à 180 mètres du site de Hanford, dans l'État de Washington, où le plutonium pour l'essai Trinity et la bombe Fat Man étaient produits. Là, les travailleurs qui trouvèrent les débris ne savaient simple pas ce que le cratère fumant près de leur installation contenait. Les enquêteurs militaires qui arrivèrent le lendemain matin le savaient parfaitement, et leur rapport fut transmis directement au bureau de sécurité du projet Manhattan. Si les engins incendiaires de ce ballon avaient atterri 180 mètres plus près, ils seraient tombés sur un bâtiment contenant des matières radiologiques actives. Les conséquences étaient incalculables. Le général Leslie Groves, qui reçut le rapport de l'incident, nota dans son journal que le programme Fugo, qu'il avait écarté comme une nuisance, nécessitait une réévaluation immédiate. C'est dans les forêts de l'Oregon que le programme Fugo laisserait sa marque la plus durable dans l'histoire américaine. Le 5 mai 1945. Gerhardt Mountain, Bly, Oregon. Le révérend Archie Mitchell avait emmené sa femme enceinte Elsie et 5 membres de son école du dimanche à la montagne pour un pique-nique. Il gara la voiture sur une route forestière et marcha en avant pour trouver une clairière adaptée à leur déjeuner. Il cria au groupe de le suivre. Sa femme Elsie, âgée de 26 ans et enceinte de 5 mois, marcha dans les arbres avec les 5 enfants, dont l'âge variait de 11 à 14 ans. Elle trouva quelque chose sur le sol. C'était blanc et papyracé et attaché à un anneau métallique. C'était curieux. C'était intéressant. Elle appela son mari qu'ils avaient trouvé quelque chose. Le révérend Mitchell entendit l'explosion depuis 27 mètres de distance. Elsie Mitchell et les 5 enfants, Jay Gifford, Edward Ongen, Johann Patzke, Sherman Shoemaker et Dick Patzke, furent tués instantanément. Les blessures causées par l'explosion étaient en grave. Mitchell courut vers eux et trouva sa femme déjà morte. Les enfants moururent en quelques minutes. 2 des enfants montraient des signes d'avoir manipulé le dispositif, déclenchant vraisemblablement
le mécanisme anti-perturbation fixé au boîtier de la bombe. Ils furent les seuls civils tués par une action ennemie sur le territoire continental des États-Unis durant toute la Seconde Guerre mondiale. L'armée arriva en quelques heures et imposa immédiatement un blackout médiatique sur l'incident. La cause officielle de décès communiquée aux autorités locales fut un accident forestier impliquant un engin militaire non explosé. La famille Mitchell et les familles des 5 enfants furent informées, lors de briefings privés avec des officiers de l'armée, qu'elles ne pouvaient pas discuter publiquement de la véritable cause du décès. On leur demanda de porter leur deuil en silence pour des raisons de sécurité nationale. Archie Mitchell, qui avait regardé sa femme et 5 enfants mourir des mains d'une arme japonaise, tout en se trouvant sur le sol américain, ne pouvait dire à personne ce qui les avait tués. La réaction du département de la guerre au décès Mitchell fut immédiate. Le 22 mai 1945, alors que le blackout médiatique était toujours officiellement en vigueur, les censeurs militaires prirent une décision à laquelle ils avaient résisté pendant 6 mois. Des mises en garde publiques limitées furent autorisées, les bulletins du service forestier furent autorisés à mentionner des engins incendiaires d'origine inconnue, pouvant être rencontrés dans les forêts de l'Ouest. Les gouvernements des États d'Oregon, de Washington, de Californie et d'Idaho reçurent l'autorisation de prévenir les résidents, sans détails précis, d'éviter de toucher des objets métalliques inconnus trouvés à l'extérieur. C'était trop peu, bien trop tard pour sauver le groupe Mitchell. C'était juste assez pour éviter de nouvelles victimes. La décision de mettre fin entièrement au blackout restait angoissante. Les analyses du renseignement du département de la guerre avaient, en mai 1945, conclu que le blackout ne servait plus son objectif principal. Des avions de reconnaissance japonais et des observateurs de sous-marins avaient détecté des opérations de récupération de ballons sur la côte américaine tout au long de l'hiver et du printemps. Le renseignement japonais avait conclu que les ballons atteignaient l'Amérique du Nord en nombre significatif. Le silence dans les médias américains avait, paradoxalement, été interprété par les planificateurs japonais comme la preuve que les ballons causaient des dommages catastrophiques que l'Amérique cherchait désespérément à dissimuler. C'était précisément le contraire de la vérité. Le programme Fugo avait causé remarquablement peu de dommages matériels. Des centaines d'atterrissages confirmés dans 9 États. Des dizaines d'incendies incendiaires, tous petits, tous rapidement maîtrisés par les équipes du service forestier et les pompiers locaux. 0 installation industrielle endommagée. 0 installation militaire affectée. La quasi-catastrophe de Hanford avait été une question de 180 mètres et de pure chance, mais elle n'avait pas causé de dommages. Les ballons avaient échoué comme armes de destruction massive. Ils avaient réussi quelque chose de tout à fait différent. Ils avaient terrorisé l'establishment militaire américain au plus haut niveau. Le général Henry Ap Arnold, commandant des forces aériennes de l'armée, exprima cette crainte directement dans un mémorandum de mars 1945 qui resterait classifié pendant 30 ans. Les Japonais ont démontré la capacité d'atteindre les États-Unis continentaux avec un système de livraison non piloté, d'une capacité de charge utile, suffisante, pour transporter des agents chimiques ou biologiques. Notre incapacité à intercepter de manière fiable ce système de livraison crée une vulnérabilité qui ne peut être résolue avec la technologie actuelle. L'arme à ballon dans sa configuration incendiaire actuelle représente une menace gérable. Le même système de livraison transportant une charge utile différente représente une menace existentielle pour la population civile américaine. Arnold ne parlait pas de manière hypothétique. Le renseignement américain savait depuis le début de l'année 1944 que le Japon impérial maintenait un vaste programme de guerre biologique exploité par l'unité 730 et un sous le lieutenant-général Shiro Ishii au complexe de Pingfang en Mandchourie. L'unité 730 et 1 avaient développé des souches weaponisées de peste, de choléra, d'anthrax et de typhoïde. Ces chercheurs avaient testé ces agents sur des sujets humains, des prisonniers chinois et soviétiques, avec une documentation minutieuse des taux d'infection, des vecteurs de transmission
et de la létalité. L'unité 731 avait précédemment expérimenté la livraison aérienne d'agents biologiques, larguant des bombes en céramique contenant des puces infectées par la peste sur des villes chinoises. Les résultats étaient documentés dans les propres rapports d'Ishii. Des épidémies localisées, des victimes significatives, des perturbations des déplacements civils et de la logistique militaire. La question qui hantait les planificateurs américains au début de 1945 était directe et terrifiante. Si le Japon fixait des conteneurs en céramique de puces infectées par la peste, ou des spores d'anthrax, ou des cultures de choléra à une charge utile Fugo, les ballons pourraient-ils livrer une arme biologique à travers le Pacifique? La réponse, selon les analystes techniques de l'armée, était théoriquement oui. La température à 9000 mètres, -50 degrés Celsius, serait létale pour la plupart des agents biologiques. Mais les spores d'anthrax pouvaient y survivre. Des conteneurs correctement isolés de puces infectées par la peste pourraient survivre à une traversée de 60 heures si l'isolation était suffisante. Les chercheurs de Pingfeng avaient accès à des souches résistantes au froid de plusieurs agents pathogènes développés spécifiquement pour ce type de livraison aérienne. Les planificateurs militaires américains n'avaient aucun moyen de savoir si cette capacité était en cours de développement ou de déploiement. Ils n'avaient aucun actif de renseignement à l'intérieur du programme Fugo. Ils savaient que les ballons arrivaient. Ils savaient que le Japon avait des armes biologiques. Ils ne savaient pas si le lien avait été fait. Il ne l'avait pas été. Mais pas faute d'avoir essayé. Au printemps de 1945, le général Ishishiro proposa formellement d'attacher des charges utiles biologiques au ballon Fugo. La proposition parvint au quartier général impérial de Tokyo. Elle fut discutée au plus haut niveau de la structure de commandement militaire japonaise. Des officiers supérieurs qui avaient précédemment autorisé chaque escalade de la guerre du Pacifique siégèrent avec la proposition pendant plusieurs semaines. Ils la refusèrent. Les raisons sont conservées dans les témoignages d'après-guerre et les documents de l'armée impériale déclassifiés dans les années 1990. La préoccupation principale n'était pas d'ordre humanitaire, elle était stratégique. La direction militaire japonaise craignait qu'une attaque biologique contre le territoire américain provoque une réponse d'une dévastation si absolue qu'aucune ville japonaise, aucune population civile japonaise ne survivrait. La bombe atomique restait inconnue de la direction japonaise. Mais la possibilité d'une riposte américaine utilisant des armes chimiques, le bombardement incendiaire de toutes les villes japonaises restantes et un blocus naval complet des îles de l'Empire était jugée certaine. Une attaque biologique contre l'Amérique était considérée comme un suicide national. Il y avait une deuxième préoccupation, exprimée par le personnel médical de l'armée. Le jet stream n'était pas contrôlable. Des agents biologiques libérés en altitude au-dessus du nord-ouest Pacifique se répandraient à travers des conditions météorologiques d'une manière impossible à prévoir. Les courants d'air qui portaient les ballons Fugo jusqu'en Oregon pourraient transporter une peste weaponisée à travers le Pacifique jusqu'en Corée, en Mandchourie et au Japon lui-même. Le Japon n'avait aucune capacité à vacciner sa population civile contre les souches que l'équipe d'Ishii avait développées. Une attaque biologique contre l'Amérique était potentiellement une attaque biologique contre le Japon. La proposition fut mise de côté. Le programme conventionnel Fugo continua. À l'été 1945, le programme Fugo manquait de ballons et manquait de temps. La situation stratégique qui avait motivé le développement de l'arme avait progressé bien au-delà de tout ce que des ballons pouvaient influencer. Les B-29 américains volant depuis Tinian et Saipan réduisaient les villes japonaises en cendres, à un rythme qui faisait paraître grotesque les quelques petits incendies de forêt du Fugo en comparaison. Le bombardement incendiaire de Tokyo en mars 1945 avait tué plus de personnes en une seule nuit que toutes les opérations offensives japonaises contre le territoire américain pendant toute la guerre. La base industrielle soutenant le programme Fugo s'effondrait. Les usines d'électrolyse produisant de l'hydrogène pour le gonflage des ballons avaient été endommagées par les bombardements américains.
Les papeteries fournissant le washi étaient perturbées par des défaillances de la chaîne d'approvisionnement. Les écoles qui avaient fourni des lycéennes pour l'assemblage des ballons étaient mobilisées pour le programme Ketsugo, la défense du territoire contre l'invasion américaine anticipée. Le Japon se préparait à une bataille qui ferait d'Iwo Jima une simple escarmouche, et les lycéennes qui avaient autrefois assemblé des ballons-armes étaient maintenant formées à charger les chars américains avec des lances en bambou. Le dernier lancement confirmé de Fugo eut lieu en avril 1945. Le programme avait duré 5 mois, déployé 9300 ballons et n'avait pratiquement rien accompli selon les mesures militaires conventionnelles. Aucune ville américaine n'avait brûlé. Aucune installation industrielle n'avait été détruite. Aucune installation militaire n'avait été endommagée. Le total des victimes américaines attribuables au programme s'élevait à 6 civils, tous tués dans un seul incident dans l'Oregon rural. Mais les chiffres qui définissaient la véritable signification du programme Fugo n'étaient pas des victimes. C'étaient ceux qui émergèrent de l'analyse de renseignements conduite dans les derniers mois de la guerre et dans les années qui suivirent immédiatement la capitulation du Japon. Sur 9300 ballons lancés, les analystes militaires américains calculèrent qu'environ 1000 avaient atteint l'Amérique du Nord avec leurs charges utiles intactes. Cela représentait un taux de réussite d'environ 10%, que l'analyse d'ingénierie suggérait être proche du maximum théorique réalisable avec la technologie disponible. Le système de contrôle d'altitude avait fonctionné comme prévu. Les enveloppes en papier avaient survécu à la traversée en nombre suffisant pour constituer une campagne soutenue. La traversée du jet stream avait été résolue. Pas approximativement, pas théoriquement, mais opérationnellement, à l'échelle industrielle, par un adversaire disposant de ressources bien inférieures à celles des États-Unis. L'arme que Ap Arnold avait décrite comme une menace existentielle dans sa forme non conventionnelle avait été démontrée comme réelle, fonctionnelle et répétable. La documentation complète du programme Fugo émergea lentement dans les années qui suivirent la capitulation du Japon. Les autorités d'occupation du général MacArthur collectèrent des documents techniques, interrogèrent les ingénieurs du programme et les planificateurs militaires, et compilèrent des rapports de renseignement qui restèrent classifiés jusqu'aux années 1970. Le public américain, qui avait été protégé de la connaissance des attaques par ballon pendant la guerre elle-même, apprit toute l'histoire par degrés au cours de 3 décennies. L'histoire des lycéennes fut parmi les dernières à émerger publiquement. En 1987, un journaliste japonais nommé Yuki Tanaka publia des recherches basées sur des entretiens avec des ouvrières survivantes du programme d'assemblage des ballons. Les femmes qu'il interrogea, désormais dans la 50aine et la 60aine avancée, décrivirent le travail en gymnase dans les détails. Les gants blancs, l'odeur du konnyaku, le silence imposé par les superviseurs, le patriotisme qu'elles ressentaient, la fierté qu'elles tiraient d'un travail précis. La plupart d'entre elles ne savaient pas, à l'époque, que les objets qu'elles construisaient avec tant de soin étaient des armes conçues pour tuer des gens. Elles savaient qu'elles faisaient quelque chose d'important pour le Japon. Elles ne savaient pas que leurs mains soigneuses assemblaient des dispositifs qui exploseraient un jour au-dessus de l'Oregon, que l'un de ces dispositifs tuerait une femme enceinte et 5 enfants lors d'un pique-nique de printemps sur une montagne. Lorsque Tanaka leur montra des photographies de l'incident de Bly, plusieurs d'entre elles pleurèrent. Une femme, qui avait 14 ans lorsqu'elle travaillait au gymnase et en avait maintenant 60, resta longtemps avec les photographies avant de parler. « Nous avons essayé si fort de le faire parfaitement, » dit-elle. « Nous pensions aider le Japon à survivre. Nous ne pensions pas aux gens de l'autre côté. De l'autre côté du Pacifique, à Bly, dans l'Oregon, le révérend Archie Mitchell avait passé 40 ans à essayer de ne pas penser non plus aux gens de l'autre côté. Après la guerre, après la fin du blackout, et alors qu'il était finalement autorisé à s'exprimer publiquement sur ce qui s'était passé sur Gerhardt Mountain, Mitchell était devenu missionnaire. Il était allé au Vietnam, puis au Laos, travaillant dans des communautés dévastées par la guerre,
essayant, comme il le décrivit dans un entretien vers la fin de sa vie, de faire quelque chose d'utile avec ce qu'il avait survécu. Il ne se remit jamais entièrement du 5 mai 1945. Comment aurait-il pu? Il avait regardé sa femme et 5 enfants mourir aux mains d'une arme qu'il ne pouvait pas voir, construite par des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, traversant un océan sur des vents que personne n'avait jamais weaponisés auparavant. Dans la grammaire de la Seconde Guerre mondiale, Elsie Mitchell et les 5 enfants de Blee figuraient parmi les victimes les plus obscures de tout le conflit. 6 personnes sur une montagne, une femme enceinte et 5 enfants âgés de 11 à 14 ans. Ils étaient aussi les seules personnes tuées lors d'une attaque ennemie directe sur le sol américain durant toute la guerre. Le monument qui se dresse aujourd'hui dans la zone de loisirs Mitchell, dans la forêt nationale Fremont-Winema, en Oregon, marque l'endroit avec des mots simples. Ici, le 5 mai 1945, une bombe à ballon japonaise tua Elsie Mitchell et 5 enfants qui furent les seules personnes tuées par une attaque ennemie sur le territoire américain continental durant la Seconde Guerre mondiale. Les noms sont listés. Elsie, 26 ans. Jay, 13 ans. Edward, 13 ans. Joanne, 13 ans. Sherman, 11 ans. Dick, 14 ans. Les visiteurs qui trouvent le monument dans la forêt de l'Oregon, parmi les grands pins sur le versant de Gerhardt Mountain, restent souvent longtemps en silence avant de repartir. L'héritage technique du programme Fugo s'étendit bien au-delà de son impact militaire immédiat. Le ballon avait démontré des capacités que les ingénieurs et les planificateurs militaires des 2 côtés du Pacifique trouvèrent impossibles à ignorer. Le jet stream lui-même, où le phénomène atmosphérique Kwasaburo Oishi avait identifié dans les années 1930 et que le Japon avait weaponisé dans les années 1940, devint un sujet central de la recherche météorologique de l'après-guerre. L'aviation commerciale, qui avait commencé à utiliser prudemment les courants du jet stream à la fin des années 1950, tira d'énormes bénéfices économiques du phénomène que le Japon avait d'abord exploité à des fins guerrières. Un Boeing 707 volant de Tokyo à Los Angeles gagnait 160 km/h de vitesse gratuite en chevauchant les mêmes vents qui avaient porté des bombes en papier jusqu'en Oregon 10 ans plus tôt. Le mécanisme de contrôle d'altitude conçu par Fujita, le déclencheur à baromètre anéroïde relié à la libération de l'Est, que devint une référence standard dans les programmes d'enseignement de l'ingénierie aérospatiale comme modèle d'élégante simplicité sous des contraintes extrêmes. Des ingénieurs de la NASA, examinant les documents techniques du Fugo dans les années 1960, notèrent que l'architecture de base du système anticipait des principes utilisés ultérieurement dans des sondes à haute altitude pour la recherche météorologique. L'impact psychologique sur la planification militaire américaine fut plus profond et plus durable. Le programme Fugo avait exposé une vulnérabilité dans la défense continentale américaine qu'aucune puissance navale, aérienne ou production industrielle ne pouvait pleinement combler. Les cieux au-dessus de 7500 mètres ne pouvaient pas être défendus de manière fiable contre des objets se déplaçant lentement à haute altitude avec une faible section efficace radar. La même vulnérabilité qui permettait aux ballons en papier de traverser le Pacifique en 1944 permettrait aux missiles balistiques intercontinentaux de le traverser 15 ans plus tard. Le problème stratégique central de la guerre froide, comment se défendre contre une arme traversant la stratosphère à une vitesse impossible à intercepter, fut formellement articulé pour la première fois dans des documents de planification militaire américains rédigés en réponse au Fugo. Le général Curtis LeMay, qui avait commandé la campagne de B-29 contre le Japon, cita le programme Fugo dans ses écrits d'après-guerre comme l'une des leçons stratégiques les plus significatives de la guerre du Pacifique. Non pas en raison de ce qu'il avait accompli, mais en raison de ce qu'il avait révélé. Le Japon avait démontré, avec une technologie primitive et des ressources minimales, que les États-Unis continentaux pouvaient être frappés directement. La barrière du Pacifique n'était pas absolue. Le territoire américain n'était pas inviolable.
Ce furent des leçons qui façonnèrent la planification stratégique américaine pour les 50 années suivantes. Le bilan statistique final du programme Fugo reflète à la fois son ambition opérationnelle et son échec opérationnel. Mais les chiffres nécessitent un contexte pour être correctement compris. 9300 ballons lancés, et 1000 confirmés ayant atteint l'Amérique du Nord. 342 récupérés avec des charges utiles intactes. Des atterrissages confirmés en Alaska, dans l'État de Washington, en Oregon, en Californie, en Arizona, dans l'Idaho, au Montana, en Utah, au Wyoming, au Colorado, au Kansas, au Nebraska, en Iowa, au Michigan et au Texas. Un atterrissage au Mexique. 2 atterrissages confirmés au Canada. Aucun grand incendie causé. Aucune installation militaire endommagée. 6 civils tués. 0 déploiement réussi d'armes biologiques. Mais la seule attaque ennemie directe contre les États-Unis continentaux durant la Seconde Guerre mondiale. Les seules victimes civiles de combats américaines sur le sol américain. L'arme qui contraignit les États-Unis à supprimer la couverture médiatique sur tout un théâtre d'opération pendant 6 mois. L'arme qui poussa le général Arnold à rédiger son mémorandum classifié de scénario catastrophe sur les menaces biologiques existentielles. L'arme qui se trouva à 180 mètres de l'installation de plutonium de Hanford. Un échec selon toute mesure conventionnelle. Une réalisation selon toute mesure qui comptait pour les planificateurs militaires désespérés du Japon. Elle avait traversé le Pacifique. Elle avait atteint le sol américain. Elle avait contraint l'Amérique à réagir. Les lycéennes qui l'avaient construite avec des gants blancs sur les parquets des gymnases ne comprirent jamais pleinement ce qu'elles avaient fabriqué. Le météorologue qui l'avait rendu possible publia ses découvertes dans une langue que presque personne ne lisait. L'ingénieur qui conçut le système de contrôle d'altitude résolut des problèmes que les ingénieurs occidentaux passeraient des années à recréer à partir du matériel récupéré. La direction militaire qui l'autorisa retint son potentiel le plus terrible parce qu'elle craignait ce qu'elle avait construit. L'homme qui se tenait à 27 mètres de distance lorsqu'elle tua sa femme et 5 enfants devint missionnaire au Vietnam et au Laos, essayant de faire quelque chose d'utile avec les années qu'il lui restait à vivre. En fin de compte, le Fugo était exactement ce que son nom suggérait. Fu en japonais signifie vent ou paire. Go signifie numéro 5 dans certains systèmes de comptage, mais dans le contexte du programme n'était qu'une désignation. La bombe à ballon, l'arme qui chevauchait le vent, l'arme qui traversa le plus grand océan de la Terre et porta la mort sur une montagne en Oregon par un après-midi de printemps, puis se tut, ne fut plus lancée, oubliée par la majeure partie du monde, avant même que la guerre qu'il avait créée ne soit terminée. Mais oublier n'est pas la même chose que terminer, et le vent qui porta ces ballons souffle encore. À 8000 mètres au-dessus du Pacifique, le jet stream coule vers l'est à 320 km/h, exactement comme Wasaburo Oishi le documenta dans les années 1930, exactement comme il le faisait lorsque la première sphère blanche s'éleva d'une plage près d'Otsu en novembre 1944 et disparut dans le ciel gris de l'aube. L'arme a disparu. Le vent demeure. La leçon qu'enseigna le Fugo, que la géographie n'est pas une défense, que les océans ne sont pas des murs, est-ce que le ciel au-dessus d'une nation ne lui appartient pas, que des ingénieurs déterminés avec des ressources limitées peuvent-ils trouver des chemins que la puissance militaire ne peut pas fermer. Cette leçon fut écrite non pas dans les livres d'histoire, mais dans les documents de planification de chaque grande puissance militaire dans les décennies qui suivirent. Elle résonne dans chaque trajectoire de missiles intercontinental, chaque survol de satellites, chaque programme de drones, chaque discussion sur les armes hypersoniques et la surveillance à haute altitude. Le Japon envoya 9300 ballons en papier à travers le Pacifique et changea la façon dont le monde pensait à ce que signifiait être en sécurité chez soi. Elsie Mitchell était enceinte de 5 mois. Elle avait 26 ans. Elle trouva quelque chose sur le sol. Elle appela son mari en lui disant que c'était intéressant. Certaines choses
une fois comprises, ne peuvent plus être incomprises. Les ballons cessèrent d'arriver en avril 1945. Mais la question qu'ils posèrent n'a jamais reçu de réponse. Aucun mur assez haut, aucun radar assez rapide, aucun océan assez large. Le ciel appartient à quiconque est prêt à étudier le vent. Avant de partir, considérez ceci. L'arme qui causa les seules victimes civiles de combat sur le sol américain durant la Seconde Guerre mondiale ne fut pas larguée depuis un avion, tirée depuis un navire, ni portée par un soldat. Elle fut construite par des lycéennes en gants blancs sur les parquets de gymnase à Tokyo, placée entre les mains du vent et confiée à trouver son chemin à travers 9600 km d'océan ouvert jusqu'à une montagne en Oregon. Si cela ne vous fait pas réfléchir aux menaces invisibles qui nous entourent aujourd'hui, rien ne le fera. Laissez un commentaire avec le mot « vin » si vous pensez que cette histoire devrait être enseignée dans chaque école. Et si vous voulez comprendre comment le Japon a failli changer le cours de la guerre avec une arme encore plus terrifiante que le ballon, l'histoire vous attend dans la prochaine vidéo.